Eh ben, bienvenue à tous. Moi, je suis Laurent Pasdier, hein. Je travaille chez Proxia de Nord depuis un petit moment déjà. Actuellement, tant que Scrum Master et consultant qualité. Donc là, ce que je voulais vous présenter, c'est un atelier que j'ai déjà présenté chez un client, enfin, chez mon client préféré du moment. Ça leur avait bien plu. Donc là, en fait, c'est à peu près la même présentation, mais que j'ai quand même enrichi pour ce meet-up, hein. J'espère que ça vous intéressera, que vous aurez autant de plaisir à assister à ce meet-up que moi j'ai eu à le préparer. On va commencer par le sommaire. Donc tout d'abord, on va faire une petite introduction à la RFID, hein, voir les différentes sortes de tags qui existent, hein, vous verrez ce que c'est qu'un tag, quelques usages et un petit historique. Ensuite, on verra des principes de fonctionnement et différents types de RFID, parce qu'il y en a des différents, hein. Il n'y a pas simplement ceux qu'on rencontre la plupart du temps autour de nous. Ensuite, on fera une approche plus technique et une petite démo. Je ne sais pas si vous voyez déjà ma vidéo, mais j'ai déjà j'ai déjà préparé un petit montage. Vous verrez un peu à quoi ça correspond. Ensuite, je vous montrerai en fait ce qui a été, enfin, pourquoi j'en suis venu à m'intéresser à l'RFID. C'est parce que j'ai eu à faire un petit projet pour Proxiad, notamment dans le cadre d'un escape game. Genre, je ne sais pas si certains d'entre vous chez Proxiad ont eu à le faire. Mais bon, sachez que je suis entre autres un des participants au projet. Et en conclusion, on fera les traditionnelles questions. J'espère que vous en aurez beaucoup. Voilà, on va commencer. Alors, qu'est-ce que c'est que la RFID? La RFID, c'est la Radio Frequency Identification. Donc là, en fait, si on regarde la définition, c'est une technologie qui permet d'identifier de façon unique un objet à travers une radio-étiquette. Donc, dans cette définition, on a plusieurs mots-clés. On a notamment radiofréquence, identifié et étiquette. Donc ça, c'est les fondements de la radiofréquence, hein. Pour moi, dans cette définition, il manque la notion de dispositif de lecture, parce que bon, c'est bien beau d'avoir des étiquettes qui permettent d'identifier, mais il faut aussi pouvoir les lire. Et il faut aussi pouvoir traiter la donnée qui est lue, et éventuellement pouvoir la réécrire sur l'étiquette. Donc moi, je préfère une autre définition aussi, c'est la méthode d'identification à distance à l'aide de marqueurs et de lecteurs de radiofréquences. Donc c'est un complément à cette définition. Alors, on a différentes sortes de tags. Donc généralement, on retrouve les tags de porte, hein, que vous connaissez tous, que vous utilisez certainement pour entrer dans votre immeuble, par exemple. Les cartes d'accès qu'on a, qui sont à peu près du même genre que les tags d'immeuble, hein, qu'on utilise par exemple dans les métros, hein. C'est pour ceux qui connaissent, ceux qui prennent le métro à Lille, en fait, ça vient que la carte qu'on utilise maintenant, c'est une carte RFID qui permet d'ouvrir les portes. Sur la droite, on a les tags plutôt souples. Ah, c'est quoi ce... Ouais. C'est moi qui ai laissé pour l'instant le bip pour les nouveaux qui arrivent. Je Ah le d'accord, coupe. autant pour moi, je croyais que c'était une question. Pas encore. Donc en fait, on a plutôt les tags RFID qui sont plutôt souples en fait, hein, qu'on retrouve en rouleau et qui se collent. C'est très pratique en fait pour mettre ça dans des livres par exemple, ou par exemple sur des vêtements aussi, hein, ça peut être souple et intégré dans le tissu. On a ici des puces RFID à implanter sous la peau. Donc ça, ce serait plutôt pour l'identification et le suivi animalier. Et enfin, on a les classiques de badge télépéage. Donc les usages, donc j'en ai déjà dit quelques-uns. Donc les contrôles d'accès, un badge de porte. Les badges de télépéage, donc ils sont plutôt à vocation d'identification, mais plutôt éloignés. Donc le suivi animalier. Donc là, en fait, ce qu'on voit sur le bœuf ici, c'est plutôt un tag extérieur, hein, mais il y en a qui s'implantent sous la peau. Donc on voit surtout ça pour le suivi animalier des animaux sauvages. Donc grâce à une seringue, on implante directement sous la peau la puce RFID et ça permet juste d'identifier l'animal tout au long de sa vie.
On a aussi l'emprunt et suivi des livres dans les bibliothèques et l'utilisation pour les documents d'identité. Il faut savoir maintenant que dans les passeports biométriques, vous avez une puce RFID qui permet d'identifier directement le passeport, sans être obligé de l'ouvrir maintenant. Enfin, vous connaissez tous le paiement par carte NFC, et également paiement par téléphone mobile. Le RFID est utilisé aussi pour la gestion des stocks. Donc ça, c'était surtout la vocation première du développement de la RFID, et aussi dans les chaînes de fabrication. Alors moi, dans ma lointaine jeunesse, quand j'étais en école d'ingénieur, on a travaillé justement sur une chaîne de fabrication où on avait les petites palettes qui traversaient la petite chaîne de fabrication. Et à chaque étape de la mise en place de notre produit, on avait une identification et ça nous permettait de voir à quelle étape on était et s'il n'y avait pas un manque dans notre pièce. Il y a aussi d'autres usages que je n'ai pas marqué ici, mais par exemple, pour maintenant, c'est utilisé pour l'ouverture des voitures. Moi, je crois que c'est Renault qui avait mis ça en place. Justement, on pouvait ouvrir sa voiture avec une carte. Idem pour, par exemple, dans les musées. Maintenant, on a des tags RFID juste en dessous des tableaux. Donc, en fait, on bip le tag et on a directement les infos sur le tableau. Donc, ce qui est pas mal. Ça peut être un complément au tag qu'on retrouve maintenant, les codes barres, par exemple, ou les codes carrés qu'on peut trouver habituellement. Donc maintenant, on peut aussi trouver des tags RFID. Et récemment, j'ai vu que, enfin moi, j'étais abonné à Club Identicar et en fait, j'avais un badge que je mettais dans la voiture et qui contient aussi une puce RFID qui permet d'identifier la voiture. Et justement à distance. Donc en cas de vol, on peut identifier ma voiture. Mais généralement, on parle plutôt couramment, on parle plutôt de NFC. Il faut savoir que le NFC, en fait, c'est un sous-ensemble de la RFID. NFC, ça veut dire Near Field Communication. En fait, le RFID, c'est vraiment à toute distance confondue. Ça peut être de très près jusqu'à 500 mètres, alors que le NFC, c'est vraiment très proche, c'est à quelques centimètres. Donc c'est pour ça que généralement, on parle plutôt dans la vie courante de NFC. Et la plupart de ce qu'on utilise, c'est des puces NFC qui sont vraiment à distance très proche. Alors voilà un petit historique. Il faut savoir que la RFID s'était développée pendant la guerre, enfin comme beaucoup de technologies d'ailleurs. Et en fait, ça a apparu pendant la Seconde Guerre mondiale pour identifier les avions des Alliés. Donc en fait, c'était intimement lié à tout ce qui était radio et radar. On appelait ça au départ le I2F, IFF pour Friend or Foe. Donc pourquoi? C'était justement pour identifier si l'avion qui passait relativement près de l'aéroport était un avion ennemi ou un avion allié. Donc de nos jours, en fait, il faut savoir que le contrôle aérien utilise toujours ce genre de tag en fait pour identifier les avions. Donc en 69, on a un premier brevet RFID. Donc il y a une évolution du IFF. Il faut savoir que l'IFF, c'était vraiment des gros tags et des grosses machines. Maintenant, on est plutôt sur le premier RFID, donc en 1969, était encore assez conséquent au niveau volume, mais ça permettait d'identifier les locomotives. Dans les années 70, c'était plutôt dans un usage militaire et site sensible. Donc, quand je parle de site sensible, c'est surtout les accès aux centrales nucléaires, par exemple, ou au secteur nucléaire, et tout ce qui était contrôle d'accès aux sites militaires. Dans les années 80, on a plutôt une utilisation dans le secteur privé. Donc là, ça commence à bien se développer. Donc justement pour l'identification du bétail dans les chaînes de fabrication, comme je vous l'ai dit précédemment. Et c'est là où on a la création du tag passif. Il faut savoir qu'avant, on est plutôt dans des tags actifs. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. En fait, on voit la différence entre ces tags passifs et ces tags actifs. Dans les années 90, on est plutôt sur une normalisation et une miniaturisation. Et c'est vraiment dans les années 2000 où on a eu un boom et une miniaturisation des tags RFID.
Donc les dangers. Les dangers qu'on retrouve la plupart du temps, hein, vous les connaissez, c'est la vie privée, le traçage des personnes et les données personnelles qui sont récupérées. Surtout en ce moment, hein, avec les polémiques qu'on a avec les puces RFID qui pourraient être implantées sous la peau à notre insu. Donc on en parle beaucoup. C'est beaucoup de fake news. Bon, faut pas avoir trop peur de ça. Donc justement, là, j'ai mis le badge Stop RFID. En fait, c'est un collectif allemand hein, qui s'est monté justement pour essayer de limiter au maximum l'utilisation des badges RFID et tout ce qui est tag. Hein. Bon, il y a ce genre de collectif existe aussi en France. On a des dérives, donc notamment l'implantation de puces RFID sous la peau. Ça, c'est un reportage que j'avais vu il y a quelques années d'une boîte de nuit en fait, qui proposait à des utilisateurs, des gens qui venaient assez souvent dans leur boîte de nuit, il leur proposait en fait d'implanter une puce RFID sous la peau pour justement pouvoir rentrer plus vite dans la boîte de nuit. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, je pense qu'une carte, ça ira aussi bien. Ça évite ce genre de dérive, notamment. Bon, on pourrait avoir des infections forcément. Et puis, je ne sais pas si c'est vraiment bon d'avoir une puce RFID sous la peau, mais bon. Là, vous avez une petite bande dessinée en fait. Hein. On peut vous implanter un tag RFID. Ah non, non, c'est pas bon pour mes droits. Mais par contre, si dans ce tag RFID, on met en plus un téléphone, une caméra, tout ça, ouais, c'est super cool. Au niveau sécurité, c'est vrai c'est surtout à Paris en fait qu'on entendait parler de ça, en fait, de gens qui avaient dans leur sac à dos leur carte bleue et des pickpockets en fait de nouvelle génération qui avaient la possibilité de faire un paiement rapide, enfin un paiement sans contact avec la personne en fait. Donc on pouvait a priori soutirer de l'argent avec ce tag en fait, avec la carte NFC. Il faut savoir que je me suis un peu renseigné, c'est très très rare en fait. Hein. D'après a priori, dans les polices parisiennes, ils ont rencontré de très rares cas. Généralement, c'est toujours pareil, hein, c'est plutôt des vols de cartes plutôt que essayer de soutirer de l'argent par tag NFC. Je ne sais pas si vous avez des questions pour l'instant. Non, bah, tout va Je bien, pense on va qu'ils continuer. ils sont tous absorbés par ta présentation, Laurent. Pas de questions pour le moment. Alors, soit ils sont absorbés, soit ils n'ont rien compris, ou soit ils sont endormis. Mais bon, Ah, écoute, je leur fais confiance. on pourrait proposer à ce moment-là de recommencer au début, mais le timing vous en empêchera. D'accord. Bah, merci à tous. Donc, principe de fonctionnement. Donc, en fait, il faut savoir, c'est toujours le même principe, quel que soit le type de RFID. On a le tag, donc, comme je vous l'ai présenté précédemment, hein, le tag RFID, en fait, qui contient les informations, qui peut émettre des informations. Généralement, on va lire les informations. Ces informations sont lues par un dispositif donc, qui contient une antenne et un dispositif de lecture, qui sont généralement raccordés ensemble. Et ce dispositif de lecture, en fait, va envoyer ces informations à un ordinateur, enfin un système, en fait, logiciel, qui va interpréter ces informations et qui va éventuellement réécrire les données, enfin, qui va permettre justement de renvoyer les informations et de réécrire les données vers le tag, éventuellement. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Ça dépend justement le type d'utilisation et le type de tag. Je vais effacer tous mes dessins. Alors les fréquences utilisées pour les tags RFID, donc on en a plusieurs. On a des basses fréquences, hautes fréquences. Donc ça, c'est ce qui est plus utilisé généralement, les 13,56 MHz. On a l'ultra haute fréquence et le supra haute fréquence. Supra haute fréquence, en fait, c'est utilisé pour le télépéage. Il faut savoir que généralement, plus la fréquence est haute,
et plus en fait on peut aller loin. Donc justement, pour la haute fréquence, on est plutôt sur du 13,56 MHz. Et le 13,56 MHz, c'est ce qui est utilisé pour les tags NFC. Donc justement, c'est ce que je viens de vous dire justement. Donc le RFID, c'est plutôt, on a les basses moyennes hautes fréquences. Donc c'est plutôt, c'est plutôt pour, comment dire? Non, le RFID, c'est plutôt les basses moyennes hautes fréquences. C'est de la proximité à plusieurs mètres et c'est de 125 à 960 MHz. Alors que le NFC, c'est généralement le 1356. Et le NFC, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un sous-ensemble de la RFID. Alors, il faut savoir Laurent, je me permets de te couper. Effectivement, une autre question intéressante de Dell. Alors, je ne sais pas qui est Monsieur Dell ou Madame Dell. Hein. On pose une question. Et dans le cas de l'aviation? oui, et ben justement, c'est des tags. Enfin, on sera plutôt sur la très haute fréquence hein, pour l'aviation. Donc là, en fait, pour le télépéage, on est plutôt de l'ordre de 500 mètres, et pour l'aviation, ce sera plutôt ça en fait. Ok. Je sais pas si je réponds à la question. Écoute, c'est ce que j'ai proposé. Très bien, merci. Je ne sais pas si ça répond à la question. N'hésite pas, en tout cas, je propose à Adèle hein, de continuer sur la question. Sinon, ben, merci Laurent. Oui, tout à fait. Ok, parfait, ça répond à la question. Merci Laurent. Merci. Alors, on a différentes sortes de tags RFID. On a les tags actifs. Donc, en fait, un tag actif, ça contient l'antenne, enfin, le circuit intégré. En fait, c'est la puce du tag. On a une antenne, une pile et un émetteur. Donc, en fait, on peut lire le contenu du tag et on peut aussi écrire sur le tag. Donc, généralement, c'est par exemple pour du télépéage, en fait. Hein. On a le circuit intégré, on a l'antenne, on a une pile dans le badge de télépéage et on peut émettre en fait. On a les tags semi-passifs. Donc c'est à peu près la même chose que les tags actifs, mais en fait on a un circuit intégré, une antenne, on a aussi une pile, mais on peut avoir aussi d'autres composants. La différence avec le tag actif, c'est qu'en fait on n'a pas d'émetteur, il n'y a pas d'émetteur. Mais on peut avoir d'autres composants. Donc les autres composants, ça peut être par exemple je sais pas, un bip, par exemple, qui dit qu'on a bien reçu l'information, qu'on a bien lu l'information, bien reçu l'information. Ça peut être des éléments IoT. Par exemple, le tag semi-passif peut être connecté à un capteur de température. Donc, en fait, il va enregistrer la température ambiante et il va stocker ça dans son circuit intégré. Et nous, on viendra lire la température qui est stockée sur ce circuit. Ça peut être un capteur de température, ça peut être un capteur de mouvement, ça peut être plein de choses en fait. Un capteur GPS aussi, ça peut être intéressant pour le suivi de livraison. Et enfin, on a les tags passifs. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur les cartes bleues. Hein. C'est souvent les tags NFC. On a juste uniquement le circuit intégré et l'antenne. Donc là, on a un exemple de tag actif. Donc là, en fait, j'ai réactivé mon... Je vais pouvoir dessiner un petit peu. J'adore dessiner. Donc en fait, on retrouve ici la pile. J'ai fait ma flèche à l'envers. Donc on retrouve la pile, l'antenne, et on a le circuit intégré. Le circuit intégré, je pense que c'est ça. Mais en fait, on a d'autres composants ici hein, qui permettent de faire. Donc on a certainement l'émetteur et d'autres composants qui permettent, par exemple, quand on passe au télépéage, de biper en fait. Enfin, je ne sais pas si vous avez des badges de télépéage, mais quand on passe au télépéage, ça bip. Donc forcément, ça veut dire que l'information a été correctement lue. Alors, en fait, là sur la partie droite, ici, je vous ai mis le lecteur de tag RFID. En fait, les lecteurs de tag RFID actifs sont généralement beaucoup plus gros en fait. On a une grosse antenne pour pouvoir recevoir l'information. Et on a aussi une partie ici conséquente qui contient les informations de lecture et de traitement.
Donc l'avantage des tags actifs, en fait. L'atout majeur, en fait, c'est vraiment la distance élevée, hein. J'en parlais déjà pour l'aviation ou le péages, hein. On n'est pas obligé d'être tout près du lecteur, de l'antenne, pour pouvoir lire l'information. Ça, c'est notamment dû à l'émetteur et à la pile qui est contenue dedans. On peut stocker beaucoup plus d'informations que sur un tag passif. On peut mettre des fonctions supplémentaires. Donc ça, j'en ai déjà parlé, hein, notamment avec le bip, par exemple. On a un débit de transmission qui est beaucoup plus rapide. Et on peut lire beaucoup d'étiquettes simultanément, ce qu'on ne peut pas forcément faire avec des tags passifs. Passif, généralement, le lecteur ne peut lire qu'une étiquette à la fois, alors qu'avec des tags actifs, le lecteur permet d'en lire plusieurs. Par contre, les gros inconvénients, c'est la durée de vie. Donc c'est souvent dû à la pile qu'on est obligé de remplacer. Et comme généralement tout est serti et collé, on est obligé de. Quand quand la pile est usée, on est obligé de remplacer le badge. Il y a aussi le prix, c'est beaucoup plus cher. On est plutôt de l'ordre de 15 à 40 euros, hein, d'après ce que j'ai vu sur le net. Et c'est relativement intrusif parce qu'un badge RFID, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on peut retrouver dans un badge passif, par exemple, un tag passif, pour tout ce qui est NFC. Tout ça pour dire un tag actif, on pourra pas le mettre dans un vêtement, dans un livre, hein. Ça va être beaucoup trop gros, forcément. La tag, tout ce qui est semi-passif. Donc là, comme j'avais dit, on est plutôt sur un circuit intégré, une antenne, toujours une pile et d'autres composants. Gros avantage, donc on peut stocker beaucoup d'informations comme sur les tags passifs. On peut aussi en stocker beaucoup plus parce que généralement, quand on a un gain de place, vu qu'on n'a pas la partie émetteur, donc on peut se permettre de mettre d'autres composants. Les inconvénients, c'est toujours le coût et la durée de vie. Ça, c'est toujours lié à la pile. C'est toujours intrusif. Et il n'y a pas d'émetteur par rapport au tag actif. Mais bon, voilà, c'est toujours un inconvénient, certes, de ne pas avoir d'émetteur. Mais quand on n'a pas d'émetteur, on gagne de la place. Donc voilà, c'est toujours un. Et si on n'a pas d'émetteur, forcément, la durée de vie de la pile est plus longue. Donc on a une durée de vie généralement qui est plus longue que celle d'un tag actif. Et enfin, on a les RFID passifs. Donc là, on va plutôt s'attarder là-dessus. Donc généralement, de la RFID passif, on a une puce et une antenne uniquement. La puce, elle est minuscule et l'antenne, en fait, prend un peu plus de place. Donc ça, c'est ce qu'on trouve généralement dans dans les cartes. Par exemple, si vous prenez une carte RFID ou NFC et que vous la mettez à la lumière, la lumière, c'est par exemple halogène, vous verrez, vous allez voir la puce et tout autour en fait de la carte, il y aura l'antenne. Pareil pour les badges de porte. C'est la même chose. Vous aurez une puce au milieu et autour du badge, en fait, vous aurez l'antenne. En revanche, pour l'implantation sous la peau, là, en fait, tout est miniaturisé. Et on a le badge, on a la partie électronique et la partie antenne qui est dans le tag NFC. Donc là, forcément, il faut vraiment être très très près du lecteur parce que bon, l'antenne n'est pas extraordinaire. Là, sur le côté, je vous ai mis deux lecteurs. Donc celui-là, en fait, ça c'est le genre de lecteur qu'on utilise, qu'on retrouve généralement sur le net quand on veut faire un peu d'électronique. Ça coûte pas très cher, on en trouve plein sur AliExpress, par exemple, pour quelques centimes. Bon, généralement, on se retrouve à 1 et 2 euros. Et là, en fait, c'est le badge, le lecteur de badge NFC qu'on trouve dans la plupart du temps pour les badges de porte. Donc, les gros avantages de la RFID passive, ou bien des tags NFC, hein, c'est qu'il n'y a aucune source d'alimentation. En fait, ça marche par induction, hein. Dès qu'on approche le badge du lecteur, en fait, donc comme le lecteur émet des ondes, il y a par induction, en fait, l'antenne, en fait, va
va capter le signal. Et en fait, dans la puce va être alimentée en fait par induction. Donc c'est surtout le faible coût. Donc on peut en trouver à partir de 10 à 20 centimes. Hein. Ça coûte vraiment pas cher. On peut utiliser des matériaux flexibles. Donc là, comme je les ai montré tout à l'heure, on a des rouleaux de badge RFID. Hein. Ça c'est super, ça c'est génial. On peut en coller un peu partout. Donc c'est petite taille, c'est très léger. On a une durée de vie qui est très importante. Donc généralement de l'ordre de 10 ans. Il faut savoir que moi, j'ai des badges RFID que j'ai utilisé que j'utilisais avant pour ma vieille alarme, que j'ai utilisé plus de 15 ans. Donc en fait, on peut. C'est vraiment très, très important. Hein. Donc les inconvénients, c'est qu'on peut généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas lire plusieurs étiquettes simultanément. Donc ça, c'est surtout dû à la miniaturisation et le fait qu'il n'y ait pas d'alimentation. Donc en fait, on est obligé d'approcher en fait la carte du lecteur pour pouvoir mettre en place, enfin pour pouvoir faire circuler les électrons et produire l'électricité qui permet d'alimenter la puce. Et on peut le faire ça qu'un badge à la fois. Il y a aussi la portée, forcément, c'est quelques centimètres. C'est souvent moins fiable, donc il y a souvent des erreurs de lecture. Et c'est souvent plus fragile, parce qu'en fait, c'est souvent le cas. Bon, généralement, quand c'est dans un badge, bon, c'est serti, c'est collé, donc il n'y a pas de souci, c'est pas très fragile. Mais bon, pour tout ce qui est badge souple, voilà, forcément, c'est beaucoup plus fragile. Hein. Et on a aussi le problème de l'intrusion. On peut en mettre partout. Comme je vous l'ai dit, hein, sous la peau, on peut en mettre dans les livres, on peut en mettre vraiment partout. Et là, justement, se pose la question de la vie privée. Donc là, on va plutôt parler de l'approche technique. Donc les tags RFID, pour tous les tags RFID, généralement, on a deux zones. Donc là, on parle vraiment de la puce. Hein. On a une zone de stockage de données, donc il peut être réinscriptible. Hein. Ce n'est pas forcément le cas de tous les badges RFID. Et on a une zone de stockage de l'identifiant du tag. En fait, généralement, cette partie du tag, c'est ce qu'on appelle l'UID, n'est pas réinscriptible. On peut pas la modifier. Enfin bon, moi j'ai quand même essayé dans mes expériences, hein, j'ai quand même essayé de modifier le tag, de modifier l'identifiant, et j'ai réussi à le faire. Donc je sais pas, ça dépend certainement des badges. Je pense que la plupart du temps, on peut pas modifier cette UID qui est d'usine, mais certains badges, en fait, on y arrive. Je sais pas si vous voyez ma vidéo, enfin la vidéo que je suis en train de projeter. Hein. Mais donc il y a des badges en fait que j'ai mis en fait, et ces badges-là en fait sont inscriptibles. Et j'ai réussi à modifier l'UID. Donc, bon. Donc là en fait, je vous donne l'exemple de badges qu'on trouve le plus souvent. Et en fait, généralement, c'est des badges qui sont donc à 13,56 MHz hein, pour du NFC. Et on peut stocker en fait 1 kilooctet. Donc c'est divisé en 16 secteurs de 4 blocs. Donc et un bloc contient 16 octets. Donc on peut stocker 1 kilooctet. Enfin, un peu moins de 1 kilooctet parce qu'en fait, il faut réserver 4 octets pour l'UID, en fait, l'unique, l'identifiant unique, qui n'est pas réinscriptible. Donc là, en fait, j'ai fait une petite matrice. Hein, moi, j'avais fait ces petites matrices-là parce que justement, je voulais pouvoir mettre un peu ce que je voulais dans mon badge. Donc, je remplissais cette matrice et je balançais ça sur mon Arduino pour inscrire les données sur mon badge. Donc, j'ai essayé de vous faire une petite démonstration. Je ne sais pas si tout le monde voit ma vidéo. En fait, ce qui est intéressant avec le RFID et les badges, c'est qu'on peut faire des petites expériences et faire des petits projets. Donc moi, j'ai fait un petit projet pour Proxiat que je vais montrer tout à l'heure. En fait, pour faire ça, on a besoin d'un... Attendez, je vais
faire des petits dessins. Donc, on a besoin généralement soit d'un Arduino. On peut faire ça également avec un Raspberry. Donc, moi, j'ai plutôt fait ça avec un Arduino parce que l'avantage de l'Arduino, c'est que ça s'allume tout de suite dès qu'on branche. Pour le Raspberry, il faut le booter, tout ça, il faut charger le programme, c'est pas la même utilisation. Mais on peut faire ça avec les deux, en fait. Justement, l'avantage, c'est de. Oui, Laurent, tu confirmes, la vidéo, c'est en fait c'est ta petite fenêtre. Alors, si vous êtes dans les participants, vous allez voir normalement la fenêtre de Laurent qui est en mode vidéo, hein. C'est ça, Laurent, quand tu parles de ta vidéo? ouais, c'est ça. Voilà. On voit Donc, un lecteur, enfin, je sais pas si vous voyez, on voit les badges. Non, je sais pas si vous voyez. alors, si vous voyez la liste voilà, si vous voyez la liste des participants, vous avez Laurent qui lui est en mode vidéo, donc on peut voir. Voilà, si vous double-cliquez, hein, alors ceux qui sont sur téléphone, je ne sais pas comment ça peut fonctionner, mais c'est sur PC, vous double-cliquez sur comment dire, sur la case de Laurent et vous pourrez voir effectivement sa table avec son matériel, on va dire, de démonstration. Je sais pas si vous verrez grand-chose, on va quand même essayer. Il faut savoir que généralement, ce genre d'atelier, je le fais en présentiel et je ramène du matériel. Donc, chacun peut manipuler. Donc, chacun fait son petit montage et puis on regarde un peu comment ça marche. Donc, c'est ça qui est sympa. Là, malheureusement, Covid oblige, je suis obligé de faire ça à distance. C'est dommage, mais bon. Donc, moi, quand j'avais fait ça chez mon client, j'avais ramené le matériel et bon, on s'était amusé à faire le montage. Donc, on peut utiliser, comme je disais, on peut utiliser donc soit un Arduino, soit un Raspberry. On a besoin d'un PC, d'un lecteur de badge. Donc, c'est qui est celui-là, en fait, hein, comme j'avais dit, qui coûte pas très cher, hein. C'est le RC 522 qu'on trouve chez AliExpress, chez Amazon, etc. Et on a besoin, moi j'ai utilisé l'Arduino IDE, qui permet justement d'envoyer les informations sur l'Arduino. Mais si vous voulez faire ça avec le Raspberry, vous pouvez faire ça avec un petit script Python. Il y a les librairies qu'il faut pour utiliser le lecteur RC522. Et d'ailleurs, j'ai regardé les librairies sont beaucoup plus pratiques enfin, sur le Raspberry que sur l'Arduino. Donc c'est plus sympa. On va continuer. Donc voilà, là c'est la petite présentation du module que j'utilise. Donc en fait, il est utilisé uniquement pour les fréquences de 13,56. Donc pour la plupart des badges, hein. Une portée de 6 cm maximum et on peut le trouver. Moi je l'ai trouvé à partir de 80 centimes. Enfin, si on l'achète tout seul, c'est 80 centimes. Si on en achète par lot, par contre, on fait baisser le prix forcément. Bon, il est pas mal ce petit lecteur. En revanche, quelquefois, moi j'en ai acheté plusieurs et je suis tombé sur des modèles qui fonctionnent mal, malheureusement. Bon, il a fallu que j'en achète plusieurs quelquefois pour en trouver un qui fonctionne bien. Donc quelquefois, il faut peut-être acheter des modèles qui sont un peu plus chers et pour avoir des fabricants qui sont un peu plus regardants sur la qualité. Alors ça, c'est le petit montage que vous voyez en vidéo. Donc en fait, il y a le lecteur RC522 qui est donc j'utilise un bridge en fait, hein, pour mon branchement. Donc on branche tout ça sur l'Arduino. Bon, c'est très très simple en fait, hein. Je fais ça avec des câbles là j'ai fait ça avec des câbles Dupont, hein. C'est quand même plus logiquement, il faudrait mieux le faire en soudant, mais bon, des câbles Dupont ça fait le job. Et en fait, l'objectif en fait, c'est de vous montrer que on peut. Là, ce que j'ai fait comme montage en fait, c'est que je vais pouvoir passer un badge start sur mon lecteur RFID. Et c'est le badge qui permet de logiquement ouvrir une porte. Donc si je passe le badge sur mon lecteur, ça allume la LED verte. Je ne sais pas si vous voyez l'allumage. En revanche, si je prends un autre badge, donc qui ne correspond pas à l'ouverture de porte, c'est faux. Donc j'allume la LED rouge. Donc ça, c'est très sympa à faire pour commencer, hein, pour s'amuser. Donc ça, c'est mon petit montage. Et en fait, comment ça marche? Donc, pour faire ça, moi, j'utilise l'Arduino. Donc, j'utilise l'Arduino IDE qui est là. Donc, un petit rappel, je ne sais pas si vous connaissez tous l'Arduino. Bon, c'est basé sur du C++. Enfin, ça se programme en C++.
Et le gros avantage, en fait, par rapport au Raspberry, par exemple, c'est qu'on branche et ça, c'est tout de suite opérationnel. Enfin, le boot est très rapide, hein. Enfin, je peux même pas parler. C'est un contrôleur. Donc, je peux même pas parler d'OS, hein. C'est vraiment, ça marche tout de suite. Et la structure d'un programme, en fait, c'est donc on a le start, c'est la partie boot. On a une partie déclaration, donc qui va être lue par le microcontrôleur. Une partie setup, donc c'est là où on va mettre les premières instructions de l'Arduino pour pouvoir l'initialiser avec tout ce qu'il faut. Et on a une partie loop en fait qui est réalisée indéfiniment. Donc c'est une boucle infinie qui est exécutée tant que l'Arduino est allumé, ou tant qu'il n'est pas rebooté. Donc en fait ce qu'on fait, bah, c'est on fait une petite déclaration, hein. On déclare les pins. Donc là j'avais déclaré ce qu'on appelle une pin en fait, c'est une entrée d'Arduino. Donc j'ai utilisé l'entrée 9 et 10. L'entrée 9 en fait c'était plutôt pour la partie c'est là où j'ai branché la LED. Ah non, attendez, je me suis trompé. Non, non. Pin 9 et 10 et 9, en fait, c'est pour la déclaration du module RFID. Ensuite, les cartes d'accès. Donc, j'ai défini deux cartes d'accès avec un UID de la carte 1 qui est 10 49 78 26 et la carte 2 qui est là 25 01 51 78 25. Donc, j'avais déclaré deux cartes. Bon, là, aujourd'hui, j'ai utilisé que la première, elle a 10 49 78 26. Et ensuite, j'ai déclaré deux LED. Donc, la LED verte qui est sur l'entrée 7 et la LED rouge qui est sur l'entrée 6. Dans le setup, ben, je déclare en fait ma LED, mes deux LED, la verte et la rouge. Donc, je fais un digital write à low pour la LED verte et la LED rouge. En fait, ça veut dire que je ne mets pas de courant sur la LED. Donc, en fait, elles sont éteintes au démarrage. SPI begin, c'est-à-dire que le PCD init, en fait, j'initialise le lecteur. Donc rapidement, ça c'est le loop. En fait, cette partie-là est faite indéfiniment. Donc première étape, je vais mettre mon crayon. Voilà. Donc je regarde si une carte est approchée du lecteur. Si oui, je lis le code de la carte. Donc en fait, c'est une petite routine ici que j'ai réécrite en fait, qui permet de lire en fait ce qui est stocké sur la carte. Mais en fait, je ne lis que le UID, hein. Je ne lis pas le reste de la carte, hein. C'est pour que ça soit assez rapide. Je lis uniquement l'identifiant unique, c'est suffisant en fait pour voir si je peux allumer ou non ma LED. Si le code de la carte qui est lu, ça correspond à la carte 1 ou à la carte 2, j'allume ma LED verte. Sinon, j'allume la rouge. Voilà. Et après, j'attends une seconde et j'éteins tout. Et je réinitialise le lecteur RFID. Donc en fait, c'est très très simple. Ça permet de faire des trucs un peu sympas. J'ai vu sur le net en fait qu'il y avait un YouTuber qui s'amusait à faire des boîtes à ouverture en fait, à ouverture par tag. Donc il a fait une sorte de boîte au trésor qui ne peut être ouverte simplement, enfin uniquement qu'avec un badge RFID. Donc en fait, ici, quand j'approche le badge, donc en fait là, je pars sur la première partie, hein, si la carte est présente. Il lit la carte, il décode l'UID de la carte, identifiant unique, et comme l'identifiant unique correspond au badge de la LED verte, ça s'allume. Et si je prends un autre badge, c'est rouge, donc ça ne correspond pas à l'ouverture. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Bon, je continue, pas de souci. Une fois de plus, ça semble fluide. Bon, bah tant mieux, hein, tant mieux. Ce qui est intéressant, ça va peut-être vous intéresser, c'est que justement, on peut changer l'UID de la carte. Enfin, du moins du badge. Dans ces badges-là, justement, on peut changer l'UID. Et moi, je m'en suis servi pour dupliquer des badges. J'avais notamment, j'avais perdu un badge et j'ai plus
Heureusement, j'avais stocké l'UID de la carte et j'ai pu faire une copie. Donc, imaginons que vous habitez en appartement et que vous avez un badge appartement, bah, vous pouvez facilement faire une copie de badge, sachant qu'un badge de ce type-là, ça coûte 20 centimes. Donc, si vous achetez un paquet, moi, j'avais acheté justement pour le projet de Proxiad, j'avais fait acheter à Proxiad un gros paquet d'une centaine de badges. Ça a dû coûter peut-être une dizaine d'euros, quoi. Enfin, c'était peanuts, quoi. Donc là, en fait, c'est le code que j'utilisais pour copier le badge. Je vais vous le décrire rapidement, hein, je ne vais pas vous embêter avec ça. Si ça vous intéresse, de toute façon, je peux fournir la source, hein. Mais même sur le net, de toute façon, on peut trouver facilement des exemples. Donc en fait, c'est la même chose, hein. C'est qu'on passe le badge. Dans un premier temps, en fait, on va lire le badge. On va regarder si le badge arrive. On va lire le badge qui est en cours. Et on va écrire le nouvel UID. En fait, le nouvel UID, en fait, il est stocké ici, en fait, hein. On déclare en fait le nouvel UID qu'on veut stocker. On utilise une librairie, en fait. Et voilà, ça écrit directement le badge. Et on fait une copie très simplement. Alors, il y a aussi un autre moyen en fait de lire de lire ou écrire des tags RFID. Ainsi, je pense que tout le monde a un smartphone avec une puce NFC. Et il y a un outil que j'utilise souvent qui permettrait justement encore plus facilement qu'avec un Arduino de lire ou écrire un tag NFC. Donc en fait, l'outil s'appelle NFC Tools. Et ce qui est génial avec cet outil, c'est qu'il permet de faire une copie complète d'un badge RFID. Donc en fait, on place le badge qu'on veut copier en dessous de son téléphone, sur son téléphone. On fait copier le tag et on met le tag cible et voilà, la copie est faite. Bon, ça marche pas à tous les coups, hein, forcément, il faut attendre un petit peu. Ça prend à peu près 30 secondes en fait pour copier un badge. Mais du coup, on a une copie conforme d'un badge d'accès pour un appartement, par exemple. On peut aussi formater, effacer, on peut éditer les données, on peut faire un dump aussi, ça c'est vachement bien. On peut faire un dump d'un badge, modifier les données et réimporter le dump dans un autre badge. Alors, Une petite question de Emeric. ouais, Mais si c'est si simple un qu'un badge et que le NFC fonctionne de la même façon, qu'est-ce qui empêche quelqu'un de copier une carte bleue? ça marche pas, j'ai essayé pour une carte bleue, j'ai pas réussi à le faire. Bravo, Fabar. Attends, bah ouais, forcément, j'ai essayé. Ça marche pas parce à mon avis, les données sont cryptées et c'est peut-être pas exactement le même type de NFC en fait. Et de Gaëtan et copier un badge péage. Non, tu peux pas. Tu peux pas copier un badge de péage parce que c'est un. Là, je parle de. Alors peut-être dans l'absolu, on peut peut-être le faire, hein. Mais là, je parle vraiment de RFID passive, enfin de NFC. Alors qu'un badge de péage, c'est un tag actif. Donc si tu veux copier un badge actif, à mon avis, il faut que tu achètes le badge actif, qui est déjà beaucoup plus cher. Alors je sais pas si ça vaut le coup. Moi, j'ai pas essayé. Mais malgré tout, même si tu copies le badge, bon, certes, tu auras un double, mais ça va peut-être te coûter plus cher que de demander à ton fournisseur d'accès de te fournir un nouveau badge. Mais je dois avouer que j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Bon, bien évidemment, toutes les personnes qui regarderont, même les milliers de personnes qui regarderont cette vidéo en replay, en aucun cas nous ne parlons ici de copiage, de piratage, mais de donner les bonnes règles, n'est-ce pas Laurent? Bien sûr, bien sûr. On n'a pas le droit de pirater, c'est interdit. Voilà, tout à fait. Tout ceci est juste là pour attiser notre curiosité sur cette présentation. Voilà, c'est uniquement ludique. De toute façon, je supprime la présentation à la fin. For your eyes only. Bah, dernière étape, hein, il nous reste combien de temps? Il nous reste du temps? Pas de souci. Deux petites minutes, Laurent, si ça va. 2 petites minutes?
Ok, Ouais. c'est d'accord. Rapidement, donc, je vais vous présenter en fait le, donc en fait le projet que j'ai fait pour Proxia. Donc c'était il y a à peu près 1 an et demi. En fait, le but c'est de refaire en fait un jeu, enfin de faire un escape game. Je ne sais pas si quelqu'un l'a fait chez Proxiad. Et donc en fait, le but de l'escape game, en fait, moi j'ai pas participé, enfin je l'ai pas fait l'escape game. Par contre, j'ai fait en fait le jeu qui permet de badger et de reproduire en fait un jeu qui s'appelle Santa Tracker, en fait, qui est disponible sur Google et qui permet de faire un peu comme sous Scratch. Je sais pas si vous connaissez Scratch. C'est Scratch en fait, c'est un logiciel pour enfants qui permet de faire la programmation. Donc là, par exemple, on voit à gauche, donc un One Run, North North, et en fait, on a le petit personnage qui est représenté par le Père Noël, qui va avancer de 2 cases. Dans l'exemple du dessous, par exemple, on a le Père Noël qui doit aller vers le sud, qui doit aller 4 fois vers l'ouest et 4 fois vers le nord pour atteindre son objectif. Et en fait, le but du projet, en fait, c'était de reproduire ça sur un dispositif en fait assez très réduit avec un écran et des badges NFC. Donc il y avait les exigences, hein, utilisation de tags NFC, il fallait que ce soit compact, peu coûteux, il fallait que ça fonctionne avec une pile, donc il fallait que ça consomme vraiment pas peu d'énergie, et il fallait que j'en crée 3 hein, qui soient exactement identiques, qui utilisent des différents badges. Donc on avait donc 3 jeux identiques et 3 jeux de badges. Donc la première étape, en fait, c'était de badger un badge start qui permettait de lancer le jeu. Donc en fait, on avait 9, enfin combien? 3, 2, 5, je crois qu'il y avait 9 badges, hein, c'est ça, 9 badges. Le badge start, le badge gauche, droite, haut, bas, et des badges itératifs. Donc en fait, on pouvait multiplier le nombre de cases qu'on pouvait avancer. Par exemple, si on faisait x2 avec un badge gauche, on pouvait avancer de 2 cases, au lieu de faire gauche-gauche. Donc là, par exemple, ce que je montre à droite, c'est le scan en cours. Donc en fait, on a mis une flèche gauche, une flèche en bas, 4 fois la flèche à droite, flèche vers le haut, et 5 fois, 3 fois à droite. Donc en fait, le petit personnage devait faire une fois à droite, une fois en bas, 4 fois à droite, une fois en haut et 5 fois à droite. Et en fait, si on regarde un peu ce qui se passe en bas, en fait, il devait éviter en fait les petits monstres pour atteindre le cadeau. Et si on atteignait le cadeau, on avait un indice qui nous permettait de continuer l'escape game. Par contre, si on rentrait dans un monstre, et ben, collision, on devait toujours commencer. Donc ça c'est le prototype, hein. J'ai plus les photos en fait du jeu final, c'est dommage, mais bon ça c'était le prototype. Donc en fait ce que j'ai utilisé, ben, c'est un écran LCD que je vous montre ici, hein, je ne sais pas si vous le voyez, qui coûte entre 2 et 6 euros. Donc le lecteur RC522 qui coûte un peu moins de 2 euros. Un Arduino Nano, pas un Uno parce que malheureusement le Uno ne rentrait pas dans la boîte, donc j'ai pris un Nano qui est beaucoup plus petit mais qui a les mêmes fonctionnalités, ça c'est l'avantage. Et des badges Proxiad, enfin des badges Proxiad, des badges NFC que j'avais fait commander par Proxiad. Donc à peu près à 20 centimes pièce. Enfin là, quand on a eu un lot, je crois qu'on est descendu à 10 centimes pièce. Le montage, donc c'est à peu près le même montage que je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a en plus le, le lecteur, enfin pas le lecteur, l'écran LCD qui est en bas en fait. Et à droite, en fait, vous avez la boîte ouverte. Donc là, en fait, c'est encore l'Arduino Uno, hein, parce que ça, c'est le prototype. Mais le montage final était un anneau. Donc on a l'Arduino Uno avec le RC522 et l'écran LCD. Donc voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère que ça vous a plu. Étant Scrum Master, j'aimerais bien que vous me faites un petit vote, voir si ça vous a plu.
Donc de 1 à 5, donc 1, ça vous a pas intéressé. 2, c'est bof. Bon. 3, c'est plutôt oui. Donc vous êtes content d'être là, ça vous a intéressé. Oui, ça vous a beaucoup plu. Et 5, c'était formidable, faut recommencer. Voilà. Donc si vous pouviez, Allez, voter. j'ai des 4, 3, 5, 4, 5, 5, 6. 6, voilà, ça c'est extraordinaire ça. Alors là, Ouais, non, là, c'est du rêve. ok. Pourquoi 3? Justement, on Ouais, se pose la bah, question. allez, bah, justement, vous pouvez réactiver vos micros, hein, vous avez le droit de réactiver les micros. Effectivement, on va se permettre de demander le pourquoi, enfin, ouais, pourquoi 3, c'est intéressant, pourquoi pas, c'est curieux. Je laisse la personne, enfin, si la personne veut expliquer, il n'y a pas de problème. Après, si. Ah, vas-y, je veux qu'il ait réactivé son micro. Vas-y. Bonjour, on m'entend? Ouais, Oui, ouais, on très t'entend, bien. Sébastien. Ouais, alors parce que moi j'ai déjà pratiqué le sujet, donc je suis un petit peu hors sujet, c'est pour ça. Ah. Ouais, Ah, regarde, d'accord. Voilà, est-ce que c'est en phase? Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans ce que présente Laurent, grosso modo? ouais, alors moi j'étais plus tourné carte sans contact, mais pour la partie authentification. Donc effectivement, il y a des points communs, mais il y a des choses sur lesquelles je travaillais qui sont pas évoquées dans la présentation. Voilà. Comme quoi, par exemple? Ouais, ouais. Moi, j'ai peut-être m'occuper, je m'occupe beaucoup plus, on va dire, les problèmes du ID dans lequel qu'on peut écrire sur le premier secteur d'une carte MyFair. Pour nous, c'est un problème. C'est pour ça que quand on fournit des cartes à un client, il faut surtout pas que cet UID puisse être modifié. J'ai travaillé pas mal avec des cartes Deathfire qui sont quand même un peu plus sophistiquées qu'une MyFair. Et après, j'ai aussi travaillé avec de la carte à puce. Alors là, on change de dimension, on a des cryptoprocesseurs, des cartes intelligentes qui font du chiffrement, ce genre de choses. D'accord. On n'est pas du tout sur le même niveau. Même si on parle de NFC, parce que c'est un protocole, hein, c'est comme parler d'USB pour un ordinateur, hein, mais on n'est pas sur les mêmes catégories de produits. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Là, je suis vraiment sur des MyFair, en effet. Je suis pas, y a rien n'est crypté, ça c'est vrai. Je te remercie. Et pour la personne qui a mis 6, généralement on fait, je demande toujours la partie, la Ah, personne, vous regardez les deux opposés, ouais, tout à fait. ouais, les deux opposés. Ah, Del. Allô? Ouais, Oui, on allô? Allô? t'entend. Ouais. Oui, bonjour. Moi, en fait, j'ai mis 6 parce que en fait, à l'origine, moi, je suis électronicien de formation. Donc après, j'ai fait une réorientation au niveau de l'informatique. Et justement, en fait, c'est un projet qui m'intéressait. Là, justement, il y a eu des explications, donc ça m'évite de faire la recherche. Ah, bah Ok. super. Bah, super. Bravo Laurent. Bah, super. Donc, Bah, je te remercie. juste la petite modification que j'allais apporter, c'est garder en fait le système des LED pour avoir un effet visuel, mais rajouter en fait une petite serrure en fait, une petite serrure 5 volts à côté Ouais, pour faire un petit dispositif d'ouverture fermeture. c'est ça. Et il y a un YouTuber justement qui a fait le montage justement, où il passait un badge et la boîte s'ouvrait automatiquement. Enfin, il y avait mis un système d'électroaimant qui fait que ben, ça s'ouvrait tout seul. C'était plutôt sympa. Voilà, donc c'était un projet que j'allais faire dans un futur proche et là j'ai le projet complet, il n'y aura plus qu'à rajouter la partie serrure. C'est ça. Et puis après, rajouter par exemple pour m'analyser la partie fingerprint. Bon. Ah ouais, ma partie fingerprint, ça peut être sympa aussi, ça. Ouais, en effet. Ok, ben je te remercie. Merci. Top. Ah, voilà, ben écoutez, je vous Bon, bah, remercie. La présentation est terminée. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas, hein.